Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Patrice Franceschi, écrivain, auteur de Éphémérides, engagé auprès des Kurdes de Syrie depuis plus de 10 ans. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour, on va parler de quoi alors, des livres ou des Kurdes? Non, on va parler des Kurdes. Non, et d'Erdogan, ça y est, on en a parlé d'Erdogan. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'aime bien comment on vous présente dans ce livre chez Plomb Éphémérides. Très jolis poèmes, comme ça. Des poèmes, c'est vraiment presque des haïkus, comme on dit au japonais. Inspiré de cela, j'aime la brièveté dans les choses, en tout cas dans le domaine poétique, pour aller à l'essentiel. C'est comme une nouvelle par rapport au roman. Mais vous êtes un touche-à-tout et c'est pas péjoratif. Alors, je préfère au touche-à-tout qui peut être péjoratif, plutôt le terme d'épuiser le champ du possible. Épuiser le champ du possible, comme disait le grand poète grec Pindare, il y a déjà 2500 ans. Tout à fait. Et ça peut être un but de vie c'est vrai. Non, mais Patrice Franceschi, je rappelle que vous êtes romancier, vous êtes aviateur, vous êtes marin. C'est vrai, la boudeuse, on en a beaucoup parlé. Vous avez fait le tour du monde, vous avez écrit beaucoup de livres, et vous avez et ce pourquoi je vous accueille aujourd'hui, pas seulement pour votre livre Éphéméride, mais je voudrais qu'on parle d'une collection que vous avez créée et qui fête son 10e anniversaire. Exact. Et je dois dire que j'en parle pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Ce sont des livres de poche, on peut le dire. Précipitez-vous, parce que je ne vais pas vous citer tous les livres qui sont parus. Il y en a eu 88, je crois. Jusqu'à présent, 88. Voilà, ça s'appelle la collection Point Aventure. Et je vais vous dire, par exemple, qu'il y a Joseph Roth, le très grand écrivain, Croquis de voyage, Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Vous avez ce livre que j'avais adoré, de l'esprit d'aventure, que vous avez écrit avec Gérard Chalian et Jean-Claude Guilbert, notre ami. Vous avez, mais vraiment, le mémoire suivi de journal de guerre de Roland Garros. On parle de Roland Garros, qui, voilà, et puis tous vos propres livres, évidemment, du Congo au Nil, etc. Olivier Rollin, c'est formidable. Le livre sur Laurence d'Arabie que j'avais lu, Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, Graham Greene, Olivier de Kersauzon, etc., etc. Alors, cette collection, elle est née comment et d'où, Patrice Franceschi? Déjà, dans ce que vous avez dit, mon cher André, on voit bien que j'essaie d'associer à la dimension de l'esprit d'aventure une dimension littéraire. Absolue. Oui. C'est pour ça que ce sont des écrivains. C'est pour ça que se côtoient aussi bien Olivier de Kersauzon qu'Édouard Glissant ou Leclésio ou Éric Orsena ou Yann Kefelec, etc. ou de jeunes écrivains ou écrivaines comme Catel Faria, par exemple. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 10 ans, je venais de sortir ce que j'avais appelé, chez Artaud à l'époque, j'avais appelé des mémoires intermédiaires, avant la dernière ligne droite. Et il venait d'être racheté en poche chez Point. Et le directeur de Point... c'est le Seuil, c'est bien ça. Le Seuil, oui, c'est du Seuil, oui. Et le directeur de l'époque, Patrick Gambache, me dit, écoute, ça serait bien, à partir de ce livre, de faire une collection qui s'appellerait Point Aventure, que tu dirigerais, dans laquelle tu rassemblerais en fait tes camarades ou ta famille, parce qu'une bonne partie des auteurs dans cette collection sont morts depuis longtemps et d'autres sont tout jeunes. Bon. Bien sûr. Et j'ai accepté ce défi et on a lancé 4 titres avec une très belle, à mes yeux, charte graphique par Virginie Perolaz, qui est la directrice artistique du Seuil. On l'appelait Point Aventure, très belle collection, très élégante, avec 4 titres qui étaient un de Sepulveda, de Louis Sepulveda, qui était Dernière Nouvelle du Sud. Il y avait le mien, il y avait Boréal de Paul-Émile Victor, et un 4e livre qui s'appelait L'aventure, pourquoi faire, qui rassemblait, c'était un inédit en semi-poche, qui rassemblait des gens comme Laurent Geoffrin, Bruno Corti, Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin, etc. Des amis avec qui, Jean-Claude Guilbault et tout, et qui j'avais demandé, dites-moi l'aventure, pourquoi faire. Qu'est-ce que c'est beau, voilà. Et ça a démarré, on en est à 88, et on a décidé avec la nouvelle directrice, Cécile Boyeringe, de continuer en se renouvelant, c'est de garder le fond de qualité littéraire des 10 ans qui vont venir. Ça, c'est dans ma vie d'éditeur. Tout en changeant toutes les couvertures. Pas encore. Tout en changeant toutes les couvertures, sont plus colorées. D'accord. Et ça permet de réimprimer, de rééditer tout le monde. Et là, il y en a 9 qui sortent en même temps dans les librairies. 6 des 88 et 3 nouveaux. Voilà. Et alors justement, mais comment vous faites c'est une question à éditeur, mais c'est intéressant. Beaucoup de ces livres, je parle de ceux qui sont déjà morts, ont été édités ailleurs. Bien sûr, que ça, Olivier de Kersauzon, etc. Donc vous négociez avec les éditeurs. C'est l'équipe de Point qui s'en occupe. Je prends l'exemple de
Des secrets de la mer Rouge, d'Henri de Montfred, là, qui sort, oui. sortir. Et... Les secrets de la mer Rouge, l'éditeur de Henri de Montfred, depuis les années 30, c'est Grasset. Donc là, j'ai demandé à Olivier Nora, le patron de Grasset, qui est mon éditeur également, voilà. Oui. Est-ce que tu veux bien, voilà, que me prêter, donner pour un certain temps, que les livres circulent, des droits en poche de Montfred, qui continue à être édité dans les cahiers rouges chez Grasset. Voilà. Bien sûr, oui. Et bien entendu, vu comment dirais-je, le niveau littéraire et intellectuel et spirituel, je dirais, d'Olivier Nora, de Cécile Boéringe, tout ça se fait avec facilité. Dans l'amitié, oui, enfin, j'imagine. Et avec ce désir pour moi, en tout cas, de transmission. C'est-à-dire que je mets là-dedans les livres, ou bien que j'ai lus, comme par exemple la biographie de Flore Hermitage de Laurence d'Arabie, pour continuer à en citer, ou les Paul-Émile Victor et tout cela, des livres que j'avais déjà lus, que j'ai envie que quand j'ai autant de ma jeunesse, et que j'ai envie que les jeunes lisent, parce que franchement, ça en vaut la peine dans le monde tel qu'il est, et puis des tout nouveaux. Je citais tout à l'heure la jeune écrivaine Catel Faria, qui a fait un inédit qui s'appelle Les Aventurières du ciel. Superbe bouquin qui raconte les pionnières de l'aviation dans les années 30. Figure de femme, absolument génial. Ou Femme d'aventure, un des tout derniers inédits, où il y a d'autres que Catel Faria qui raconte son expérience dans les bataillons féminins kurdes. Et puis Catherine Monory, la championne du monde de voltige, Daphné Burgon. Enfin, voilà. Donc c'est les anciens, les modernes. Tout ça. Mais alors, Patrice Franceschi, Patrice Franceschi, justement, vous peut pas dire, vous ne connaissez pas l'aventure de votre bureau ou de votre fauteuil. Vous avez pratiqué, et dans des domaines très divers, que ce soit dans la paix, dans la guerre, dans l'exploration, etc. Mais au fond, aujourd'hui, si on avait à donner non pas une définition, mais une démarche, c'est quoi la démarche de l'aventure? Aujourd'hui, il y a une forme d'aventure qui est terminée, qui est achevée. C'est-à-dire celle de l'exploration d'antan. Là, c'est terminé, on est passé à autre chose. La découverte personnelle continue à pouvoir exister, grâce à Dieu. Mais le monde se rétrécit. Il y a un véritable rétrécissement du monde pour plein de raisons. Donc finalement, à mes yeux, les nouvelles orientations de l'aventure sont pour moi celles de l'engagement. Et qui ne nécessitent pas forcément un paysage exotique. Mais pourquoi pas? En tout cas, ça peut être lointain. Mais l'engagement, mais l'engagement intérieur. Mais pas pour les autres, pour les gens qui se passent. Moi, par exemple, depuis 10 ans auprès des Kurdes de Syrie, c'est un engagement dont on peut dire qu'il est aussi une grande aventure humaine, tout en étant une aventure politique et militaire. Donc c'est un tout au bénéfice de gens qui le méritent et dont on peut être inquiet sur l'avenir compte tenu de ce qui vient de se passer avec les élections en Turquie. Mais cette forme d'engagement représente, je pense, pour la jeunesse de demain, l'engagement humanitaire, pour la défense de la planète. Il y a beaucoup d'engagements possibles qui sont des formes d'aventure absolument extraordinaires dans lesquelles la jeunesse peut avoir beaucoup d'espoir. Celle de l'exploration des terrains incognita, on ne sait pas, il y a des taches blanches sur la carte, ça c'est terminé. Alors, mais quelque chose le remplace. Alors une question avant de faire une pause. Est-ce que l'aventure implique quand même, parce qu'il y a quand même des dénominateurs communs, de sortir de sa zone de confort et d'avoir le goût du risque? Alors, puisque vous parlez du goût du risque, c'est le titre du prochain livre qui sera publié le 20, si on profite, le goût du risque, qui sera publié chez Grasset. Non, c'est vous qui en parlez. Je parle le goût du risque parce que je vais revenir après votre question. Ouais. Le goût du risque, c'est le prochain livre chez Grasset que j'ai écrit avec 2 autres camarades, qui sont Loïc Finaz et Andrea Marcolongo. Vous savez, la grande helléniste qui avait fait ce succès mondial avec la langue géniale, les 9 raisons d'aimer le grec. Simplement parce que, vous verrez, le goût du risque, c'est une charge contre le précautionnisme de l'époque. Et donc, redonner le goût du risque aux jeunes, par ce livre au 20 septembre, mais par la collection dont on vient de parler, par les voies d'engagement dont nous venons de parler également, c'est finalement probablement la partie lumineuse de la vie qui nous attend, et non pas sa partie sombre. On va en parler juste après cette petite pause. Le goût du risque, très important, sorti de sa zone de confort, je ne saurais trop vous approuver. Restez bien avec nous, vous pouvez participer à l'émission 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous accueillons avec plaisir Patrice Franceschi, qui vient de publier un très joli livre de poèmes, éphéméride, chez Plomb. On en parlera. Et puis, dont on fête la collection Point Aventure, 10 ans de Point Aventure. Et franchement, quand on regarde le catalogue, c'est quand même pas mal quand on voit qu'il y a. Et
Notamment, un titre m'a attiré mon attention. Je ne l'ai pas lu, mais justement, qu'est-ce que c'est? Je regardais Aller voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle de Jean-Pierre Brouillot. Alors Jean-Pierre Brouillot, parce qu'on parlait du risque tout à l'heure, et du goût du risque, Jean-Pierre Brouillot, il est aveugle. Il avait le rêve de voyager. Tout le monde lui disait qu'il ne pouvait pas voyager. Il a pris le risque de voyager. Et il voyage comme vous et moi, mais aveugle. Et il a tiré un certain nombre de livres, dont celui-ci qui était le premier, Aller voir ailleurs, qui est une expérience tout à fait extraordinaire de comment finalement on peut réaliser ses rêves, même si le destin est contre vous. Donc c'est forcer et braver le destin qu'il fait, qu'il continue à faire. C'est un type formidable, qui écrit aussi de la poésie et tout. Et donc son premier livre était dans la collection, Point Aventure, voilà. Oui, non, mais c'est formidable. Quand on voit, vous parlez du Mato Grosso, vous parlez de l'Everest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qui continue cela? Vous, Sylvain Tesson, bien sûr, qui lui aussi va un peu partout. Et qui est dans beaucoup des livres collectifs de la collection. Et est-ce que, quand vous, justement, est-ce que cet esprit d'aventure, est-ce qu'il ne reste pas? Est-ce que ce n'est pas, comment dirais-je, comment faire que ce ne soit pas vous, et que ce ne soit pas les derniers des Mohicans, et est-ce que vous rencontrez des jeunes qui ont cet esprit d'aventure? Parce que vous parlez des derniers des Mohicans, cette collection fait tout pour qu'on ne soit pas les derniers des Mohicans, justement. Elle fait tout pour transmettre. Sur ces 88 titres, il y a eu des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires. C'est pas cher un livre de poche. 7-8 €. Donc c'est vraiment à destination notamment des jeunes. Et je pense que l'esprit d'aventure qui souffle dans tous les personnages, dans tous les écrivains de cette collection, de Graham Greene à Joseph Roth en passant par Le Clésio et tant d'autres, a permis justement de continuer à souffler sur les braises du goût du risque, du goût de la découverte, du goût de l'engagement, du désir de faire de sa vie sa propriété. Et je pense que mon éditeur et moi, et tous ceux qui travaillent autour de cette collection, avons participé du maintien de ce qu'il peut y avoir de mieux pour vaincre l'absurde des choses et du monde, ce qui est l'esprit d'aventure. Non, mais au moment aussi, Patrice Franceschi, en parlant un peu du fond, on en parlera évidemment avec les auditeurs, au moment où quand même beaucoup de choses dans la société, les discours dominants, vous appellent à surtout, je ne veux pas vous écouer à la gestion Covid, restez chez vous, confinez-vous, la précaution, c'est le management par la peur, vous allez mourir, attention, faites pas ci, faites pas ci, faites pas ça, hein. C'est la chanson de Dutronc, mais au-delà, c'est-à-dire qu'au fond, il y a et ça n'a rien à faire avec la gauche ou la droite, il y a un esprit général, une doxa dominante, qui appelle à surtout ne pas sortir à sa zone de confort, et au contraire, faites ce qu'on vous dit, restez bien groupés, restez dans les normes et bougez pas. Tout le monde voit bien que l'époque est au repli sur soi, dans tous les domaines. Et dans le domaine de la précaution, peut-être plus que dans d'autres, et la littérature d'aventure vécue, notamment qui est dans cette collection, c'est exactement l'inverse. En fait, c'est peut-être le remède exaltant à la situation d'aujourd'hui et qui permet pour la jeunesse de se dire que punaise, c'est pas terminé tout ça. Il y a encore des trucs formidables à vivre, des engagements incroyables dans lesquels on peut vraiment s'exprimer, se développer, aboutir, etc. Donc la collection elle a cette fonction. Vous savez, moi je la fais pas pour autre chose. Je la fais pour que mes enfants, comme les enfants de mes amis et les jeunes d'aujourd'hui, puissent se dire il y a une énergie incroyable chez ces gens-là, qui sont exactement comme nous, hommes et femmes. Bien entendu, il y a des femmes extraordinaires, dans Steve Breitler, de Titaina et de bien d'autres, ou de Catel Faria à nouveau. Voilà, c'est-à-dire que finalement on regarde l'horizon et on peut légitimement trouver qu'il est sombre, pour plein de raisons, et pas seulement pour le dérèglement climatique, hein. Regardez les guerres, etc. Et puis se dire en même temps, ben non, il y a des clartés dans cette ombre, dans ce côté ombrageux. Il y a des clartés, et l'esprit d'aventure et la littérature qui y est associée est une clarté pour tout ça. Donc sur des livres, je pense que quand on a terminé de les lire, comme le grand Don Fernando, le Seigneur de l'Amazone, dans les années 30, c'est des trucs extraordinaires, mais quand on referme ces livres, même moi qui les ai déjà lus, quand je les referme, il y a une joie et une légèreté qui dit qu'encore tout est possible. Mais Patrice Franceschi, je parle et il y a heureusement des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont fait leur chemin, qui ont tracé leur chemin à leur manière. Est-ce que, à votre avis, sans tomber dans la philosophie ni la biologie primaire, la génétique, mais on peut tomber dans la philosophie. On peut d'ailleurs, ce n'est pas mal. D'ailleurs, on tombe, mais ça nous fait du bien quelquefois. Non, ce que je veux dire, est-ce que c'est une vocation? Est-ce que au fond, il y a des gens, parce qu'il
qu'il faut le dire, et il n'y a pas de jugement de valeur, qui sont faits pour l'aventure, et d'autres, en tout cas, qui ne sont peut-être pas, qui ne le savent pas, ou qui n'osent pas. Qu'est-ce qui fait? C'est dès le début, c'est dès l'enfance, dans les auteurs que vous avez publiés. Ouais, Est-ce que ça se passe très tôt ou pas? C'est très variable. Prenez le cas d'Henri de Montfred, il commence à 35 ans. Il écrit son premier livre grâce à Joseph Kessel, 55 ans, à peu près. Hein. Ouais. Et d'autres commencent à 18 ans, comme moi, par exemple. En fait, si on veut bien accepter, comme je le fais, que le mot aventure et le mot liberté sont synonymes, et quand ce sera comme ça dans les dictionnaires, je serai très content, alors oui, l'aventure concerne tout le monde, par notre désir de vivre libre. Et par conséquent, on peut l'exprimer de toutes les manières, cette liberté. Elle peut être très active. Allez, allons, comme c'était encore possible, il y a encore 30 ou 40 ans, explorer une dernière région inconnue de la planète. Ou allons au coin de la rue. Allons au coin de la rue, parce qu'il y a des choses à Le coin de la rue, faire. l'aventure, oui. Exactement. Alors, faut pas dire... il n'y a aventure que s'il y a prise de risque. Hein. Sinon, il y a découverte, il y a autre chose. Mais au coin de la rue, si on prend des risques, il peut y en avoir. Donc, c'est une façon d'exprimer sa façon de vivre libre à travers cette idée de l'esprit d'aventure qui est la dimension spirituelle de l'aventure pratique. C'est pour ça que j'avais écrit avec Chalian et Gilbert à une époque ce livre s'appelait De l'esprit d'aventure, qui est dans la collection, qui était une tentative de théorisation de ce qu'était l'esprit de l'aventure, et non pas seulement l'aventure dans son, comment dirais-je, dans sa vision immédiate et physique. Toute aventure, de ce point de vue-là, pratique, doit tenter d'être une sorte de chef-d'œuvre. Et si on peut ensuite la léguer par l'écriture, donc entrer en littérature, transformer l'expérience en conscience, alors là, le bonheur est total. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui peuvent on ne peut pas faire du des tout. aventures sans vouloir les Absolument, écrire. voilà. Voilà, je parlais d'un cas très précis, celui des gens de cette collection. J'en connais des tas d'autres d'abord qui vivent de belles aventures sans forcément les écrire. Je l'ai connu pendant 20 ans dans le domaine de l'action humanitaire, par exemple. Et puis des gens qui font des parenthèses d'aventure. Soudain, ils se disent, tiens, je fais une année sabbatique, ils partent en vélo, font des choses comme ça, ils vivent des choses formidables, puis après ils retournent au métier qu'ils ont choisi et qui les accomplissaient. Il y a tous les cas de figure. Possible, ouais. La collection, elle veut dire en même temps qu'il y a tous ces possibles. Il y a des gens très jeunes qui écrivent dedans, il y a des gens beaucoup plus âgés, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens d'avant qui sont déjà morts, des gens d'aujourd'hui qui ont vécu leurs aventures il y a 1 an ou 2. Et c'est cet ensemble de choses qui peut-être fait de cette collection au final, et les couvertures aujourd'hui très colorées, j'espère le montreront, quelque chose qui fait le contraire peut-être des livres de développement personnel tout en ayant le même résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est un autre coaching, mais peut-être nettement plus intéressant. Enfin, à mon avis, je le pense aussi. Alors, je crois, Lucien, que nous avons des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler pour avoir la parole sur Sud Radio. On accueille 0826 300 300, absolument. Et on accueille Bernard de Mimizan. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci pour vos émissions merveilleuses au quotidien. Merci. J'ai quelques idées à donner à M. Franceschi parce que j'ai un ami qu'on vient de perdre, hélas, qui avait créé une association qui s'appelait les Mirovolants, qui était quelqu'un qui était un malvoyant, Patrice Radiguet, et qui a quand même formé 45 personnes pour copiloter des avions. Excellent. Il a même mis au point un appareil qui s'appelle le Soundflyer, qui permet uniquement au bruit qu'il fait de savoir si on monte ou si on descend. Alors, ce genre de choses, voilà, bon, ça, c'est pas très Radiguet. Alors, je ne suis pas au courant, mais c'est une... J'apprends ça avec beaucoup de bonheur et de joie, et ça intéresserait particulièrement mon camarade Jean-Pierre Brouillot, dont on parlait tout à l'heure, qui est aveugle et qui a écrit un livre dans la collection. Mais vous démontrez avec ça que, à la fois dans la forme de l'engagement et la forme de l'aventure, et pour faire de sa vie quelque chose, même en restant en France, où là où se trouvent ces gens-là, c'est tout à fait possible et tout à fait passionnant. Voilà, il y a des gens comme ça, il y a comme Jacqueline Claire aussi, qui avec son avion Pou du ciel, le Carédas, a rejoint les lignes de l'aéropostale. C'est l'avion qui avait été fabriqué par son père, mais son plus bel exploit, c'est quand même d'avoir fait changer la législation pour permettre aux paraplégiques de pouvoir piloter. Ben voilà, excellent. Et voilà. elle n'est pas dans le livre sur les aviatrices. Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est parce que le livre de Catel Faria, Les Aventurières du ciel, il s'est concentré
Ouais. Il fallait faire des choix pour elle, hein, sur 6 aviatrices de l'époque héroïque de l'aviation, les années 30. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il y en a plein d'autres à faire. Hein, Bien sûr. voilà. Oui, ben, c'est pas les Bernard, idées qui vous avez encore d'autres exemples? C'est bien. en tout J'en cas. aurais d'autres, oui, mais là, comme ça, Non, mais bien. j'ai appelé comme ça vite fait, mais bon, c'est voilà. très bien. Vous avez Si on très bien m'appelle, fait. J'en aurai d'autres, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. En fait, quand on parlait, effectivement, vous avez parlé, il y a des jeunes, des vieux, mais ce qui est très intéressant aussi, Patrice Franceschi, c'est qu'au fond, est-ce qu'il y a un côté quand même rebelle? Il n'y a pas que ça. Mais genre, vous voyez, par exemple, on peut être rebelle en écrivant des livres révolutionnaires ou autres. Si on entend le mot rebelle, par principe, non. Tous les gens qui vivent les véritables aventures ne sont pas des rebelles avec son mot péjoratif qui fait je fais le contraire de ce que bien sûr. j'entends. Mais il y a une rébellion très claire et très nette contre l'état du monde. Il est clair que vouloir être propriétaire de sa vie, vivre ses rêves et en faire, ou vivre ses aventures pour que ses rêves deviennent des réalités, tout ça nécessite forcément, je ne sais pas si le terme de rébellion est exact, mais en tout cas, c'est à peu près ça, contre finalement ce qui nous entoure. Quand moi j'étais gamin, j'avais 12 ou 13 ans, qu'on me demandait ce que j'allais faire plus tard, que j'ai dit, moi, l'aventure et l'écriture, je vois rien d'autre. Non, mais ça n'existe pas. Il a fallu quand même que je fasse une mineure, ce qu'on appelle une fugue, jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, jusqu'à ma majorité, pour vivre ce que je voulais. Ça, pour le coup, c'était la pire des rébellions. La lettre sur la table, c'est une réalité absolue. Hein. Et puis on s'en va et on fait de sa vie ce que l'on voulait, et ça coûte cher. On en paye le prix. Donc il y a une rébellion contre, évidemment, le monde qui vous entoure. Qui encore une fois, dont la vocation, on voit très bien, on ne va pas citer les noms, mais on voit très bien avec les grands resets mondiaux, on veut normaliser. Toute une partie des gens veulent formaliser, le formatage. Le formatage de la mondialisation, que ce soit, il suffit de voyager et de regarder pour le voir, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, etc. Cette uniformisation, c'est un état des lieux. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça se passera de plus en plus. Pour aller vivre ce dont on parle, ou les gens qui ont écrit des livres de cette collection Point Aventure, évidemment qu'ils ont dû être en rébellion contre cette uniformisation, ce formatage. Ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, parce qu'ils vivent en liberté, ils pensent tout seuls. Ils sont l'anti-formatage absolu. Et l'une des qualités de l'esprit d'aventure a toujours été le non-conformisme. Non pas celui de la façon dont je m'habille, par exemple, mais celui de l'attitude, finalement, face à la vie, face au monde, etc. Et ce sont des gens qui répondent, dans cette collection comme ailleurs, aux 3 grandes questions, pour moi, à la fois philosophiques, aventureuses, littéraires et spirituelles, qui sont le monde, comment ça marche, les autres, c'est qui exactement, et la vie, qu'est-ce que c'est au juste. Si on répond à ces 3 questions à travers... vaste programme, mais... Eh bien, c'est un programme que chacun... on peut s'approprier, et franchement, on sort de la vie meilleur qu'on y est entré. Alors, Patrice Franceschi, prenons des exemples. Qui ont été, je dirais pas vos modèles, mais des gens dont l'existence, tout à fait, on a tous d'ailleurs, qui vous ont le plus impressionné, amené, incité à... Alors, j'ai pas peur de parler de modèles, parce que quand j'avais, mettons, 15 ans, que je voulais écrire tous les livres possibles et imaginables, vivre toutes les aventures possibles et imaginables, j'avais des modèles. Il y avait des gens que j'admirais, des écrivains que j'admirais. Qui, par exemple Je vais y venir, et que je voulais imiter. Et dans les traces desquelles je me suis placé. C'est ce que chacun doit faire. Et puis après, il s'évade du chemin des modèles pour faire son propre modèle. Moi, il y avait qui ? C'était très simple. C'est en fait ce que maintenant on pourrait appeler des écrivains aventuriers, mais de haute stature. Joseph Conrad, Hemingway, Kessel... André Malraux, Romain Gary, Saint-Exupéry, Arthur Koestler, et ainsi de suite. Ça fait une flopée de poids lourds. C'est vrai. Mais j'aimais tout autant. Tout ce qui s'engageait aussi bien dans l'aventure que dans la guerre, que dans les causes. Et je n'oublie pas George Orwell et compagnie, parce que j'ai pas toute la liste dans la tête. Mais ces personnages étaient des gens à qui j'avais envie de ressembler. Et c'est très bien de vouloir ressembler à des gens quand on a 15 ans. Puis cela, c'est pas mal de vouloir ressembler. Même si on n'y arrivera pas. En tout cas, ils nous tireront vers le haut, puis après on fera son propre chemin. Mais il faut avoir des modèles. Il n'y a pas de honte à avoir des modèles. Ceux qui n'en veulent pas, ce sont peut-être des gens qui ont peur d'eux-mêmes. J'en sais rien. Mais oui, ayons des modèles, tentons de les imiter et faisons notre propre route ensuite. Tous ces gens-là étaient des gens qui avaient, je m'en suis aperçu après, une grande partie de leur vie engagée dans quelque chose qui valait plus grand que eux. Ils avaient tous été la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et puis la grande aventure.
Il n'empêche que j'aimais aussi, mais dans un autre registre, aussi bien Balzac, Flaubert que Victor Hugo, des géants du 19e et tant d'autres. Racine et Corneille, et Corneille, c'est des... Bon. Mais ça n'empêchait pas qu'à côté de cette pure littérature, il y ait cette catégorie d'écrivains, que je dirais aujourd'hui écrivains aventuriers, parce que c'est pas péjoratif, qui étaient des modèles, en fait, qui étaient des modèles, non pas forcément par la littérature, mais par l'exemple de vie qu'ils donnaient. Lucien, et ça, c'est exaltant. Et ça le reste. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite dans Berkov, dans tous ses états, avec Patrice Franceschi, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkov avec Patrice Franceschi, et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Philippe de Nice. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André. Écoutez, j'ai l'impression que la petite différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que j'ai 9 ans de moins, je pense, me semble-t-il. On ne va pas parler de nos âges, et que c'est la passion qui aide à vivre. Bon, vous veuillez m'excuser pour aujourd'hui. J'ai pris un petit peu en coup de vent votre entrevue. Donc, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est l'uniformisation de notre société. Et il suffit pour que chacun se mette sur YouTube et regarde l'explication du film de notre regretté Jacques Tati, Playtime. Voilà, qui montre qu'à travers ces vitrines, les gens sont déjà espionnés, il n'y a plus de vie privée. Bon, on va pas épiloguer. Mais tout est vraiment... il y a une telle... moquerie du comportement humain. Vous trouvez-vous que l'aventure a été très rétrécie justement par cette uniformisation? Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors considérons, par rapport à ce que vous venez de dire, parce qu'on entre dans un autre sujet sur la société de surveillance généralisée, sujet dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres livres, que disons qu'à ce moment-là, l'esprit d'aventure et les livres qui en parlent, comme dans cette collection Point Aventure, finalement c'est le remède, malgré tout, au moins spirituel au constat que vous faites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'échapper. C'est toujours pareil, la zone de confort, et c'est très difficile, quelquefois, de quitter sa zone de confort. Oui, exactement. Moi, je m'échappe à ma façon, quoi, oui. Ah oui, chacun s'échappe. Non, mais chacun, c'est la méditation aussi, c'est d'autres choses. Chacun son aventure, intérieure ou extérieure. Mais je crois que ce que disait Patrice Franceschi, et c'est vrai, je crois qu'il y a le goût du risque. Si on ne frôle pas, tu sais, c'est Michel Léris qui disait, vous savez, dans la vie, il faut toujours vivre à l'ombre de la corne de taureau sur votre hanche. Et je crois que c'est très joli, c'est Michel Léris qui disait ça. Alors il disait, n'oubliez pas, voilà, il y a ça. Faut faire attention, faut être vigilant, mais en même temps braver les choses. Patrice. Oui, le goût du risque, c'est aussi cette idée de tenter de voir un peu ce que vaut sa chance, de frôler un peu les limites, d'aller voir jusqu'où on peut, etc. Et qui permet, quand on va assez loin, parce qu'on a le goût du risque et pas seulement la capacité au risque, eh bien parfois, en tout cas, c'est une énergie. C'est un souffle vital. C'est parfois ce qui manque à notre société, qu'on retrouve dans cette idée du goût du risque et non pas du principe de précaution. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux forces antinomiques, comme deux boxeurs sur un ring qui se battent. C'est le principe de précaution et le goût du risque. On ne sait pas qui va gagner, mais enfin, pour l'instant, il y en a un qui domine un petit peu. Oui, c'est moins que l'on puisse dire. Mais l'autre, il résiste quand même pas mal. Ouais, ça stimule, effectivement. Pour raconter ma brève vie, je fais de la musique classique, je joue du piano, mais surtout j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Et bon, à l'époque, vous savez, on disait de Walter Bonatti à l'époque que lorsqu'il a fait le pilier sud-ouest du Dru, c'est parce qu'il se sentait cocufié par sa femme. Enfin, c'est ce que racontent les guides de Chamonix. Ça peut être une raison. Ça peut être une raison. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, à lui, vous pouvez pas dire lâcher prise. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais je voudrais... Merci Philippe. Mais je vous en prie. Merci. Patrice. Continuez ainsi. Merci. Alors, dites-moi quand même, à un moment donné, qu'est-ce qui fait les aventuriers décrochent? Pourquoi? Parce que physiquement, ça tient plus? Alors, je ne sais pas s'ils décrochent. Est-ce qu'ils décrochent ou pas? Oui, je ne sais pas trop. Je pense que, par exemple, le mot retraite n'a pas de sens, a priori, pour ce qu'on pourrait appeler un aventurier ou un écrivain aventurier, etc. Comme pour un écrivain. Les écrivains écrivent toujours, a priori, jusqu'à leur dernier souffle. Les aventuriers, pareil, et les écrivains aventuriers, encore plus. La partie physique de l'aventure, évidemment qu'à un moment donné, elle peut plus ou moins se rétrécir. Je prends l'exemple de Gérard Chaliand.
avec qui donc j'ai écrit avec notre ami Jean-Claude Guilbert ce livre de l'esprit d'aventure. Gérard Chagnon va avoir 89 ans, il est toujours sur le terrain. Il va toujours, il va, oui. Il est même souvent venu Et avec on l'a moi reçu chez les ici, codes et ouais. tout ça. Hein. Rappelez qui est Gérard Chagnon. Alors, Gérard rapidement. Chagnon, c'est à la fois un de nos écrivains politiques les plus féconds, un grand poète et un des plus grands spécialistes mondialement reconnus des guerres irrégulières. Voilà. Tout à fait. Et ses mémoires, qui s'appellent Le savoir de la peau, sont vraiment formidables. Et d'ailleurs, il y a le premier tome qui s'appelle La pointe du couteau dans la collection Point Aventure. Bien. Et c'est un ami. Il a 89 ans. Il sait très bien qu'à un moment donné, il ne pourra plus aller au fin fond du Kurdistan. Fatalement. Mais 89 ans, c'est déjà, il a bien déjà repoussé très très loin ses limites. Ce qui veut bien dire qu'au fond, ça nous appartient de décider à quel moment on s'arrête ou on réduit, à condition évidemment, d'abord qu'on ait un peu de chance, et ensuite qu'on se soit à peu près entretenu pour qu'au niveau de la santé, ça suive aussi. Voilà. Mais sinon, ça restera intellectuel et spirituel. Ça, c'est toujours possible. Je pense que ce sera évidemment votre cas, Patrice Franceschi. Et vous savez quoi? On souhaite, et vous avez vu, on souhaite à tous les auditeurs, les hommes, les femmes, qui nous écoutent, qui sont là, vraiment, on vous souhaite de l'aventure, on vous souhaite le goût du risque, et on vous souhaite surtout de réaliser votre vie, c'est ça? Ouais, chacun à sa manière. Hein. L'aventure, Voilà. Bien sûr, mais l'aventure ou l'esprit d'aventure, ou la dimension spirituelle de l'aventure, c'est finalement le sel de la vie aussi. Voilà, mangeons épicé, poivré et salé. Pas trop de sel, mais il en faut. Ah, il en faut. Parce que si mais c'est trop salé, c'est embêtant. Il faut le mettre à sa dose à soi. Voilà. Mais il en faut. Voilà ce que je veux dire. Pas de vie fade. Voilà. L'important, c'est la dose. Merci, Patrice Franceschi. Merci, André. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Patrice Franceschi.